Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de ces webinaires. Aujourd'hui, on va partager ensemble le sujet de la charge mentale, la comprendre et mieux la gérer. Et auparavant, je vais rapidement me présenter. Je suis Thérèse Lemarchand, je suis la fondatrice de Men-Paces. Alors rapidement, Men-Paces, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de coaching exécutif dans une approche globale. En fait, c'est une approche corps mental. On accompagne les dirigeants en quête d'accomplissement dans une performance durable. Et pour cela, on a déployé une forme d'accompagnement comme des sportifs de haut niveau, de manière à ce que les personnes puissent être accompagnées sur l'ensemble de leurs ressources, de leur capacité à agir, en complément de tous les enjeux business, stratégiques, management, organisationnel que peuvent vivre un dirigeant et qui sont habituellement traités en coaching exécutif. Donc, Men-Paces, c'est une méthodologie maison, c'est un collectif de coachs et d'experts dont Elodie fait partie et que je vous présenterai très vite pour réaliser ces accompagnements pluridisciplinaires. Et c'est également un conseil scientifique dont fait partie le chef du pôle au niveau de l'INSEP, Patrick Roux. Alors, on réalise des accompagnements individuels de dirigeants d'entreprises de toute taille, des accompagnements de CODIR, des accompagnements collectifs, et tout ça donc avec des talents comme Elodie. Et je vous présenterai très rapidement également Manon, qui est là aujourd'hui avec nous et qui prendra vos questions. On est là pour une demi-heure ensemble, donc n'hésitez pas à mettre vos éléments de questions dans le chat. On va avoir un dialogue avec Elodie et ensuite on pourra répondre aux questions que vous vous poserez encore. Elodie, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce thème de la charge mentale, qui est un thème, très populaire, qu'on retrouve beaucoup ces derniers temps. Et donc, c'est l'occasion de l'explorer sous l'angle, cette fois, de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, donc certes, je suis préparatrice mentale au sein de Men-Paces, mais de manière plus générale, je suis aussi préparatrice mentale pour des sportifs de haut niveau. Et puis, je suis aussi psychomotricienne, donc je travaille également dans le médico-social. Voilà. Magnifique, tu vas nous expliquer tout ça. Elodie, pourquoi, dans une première question, pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique de la charge mentale par rapport aux clients que tu rencontres chez Men-Paces? Alors, j'ai choisi cette thématique parce qu'en fait, c'est une thématique large, la charge mentale, mais on a des objectifs de travail qui sont donnés donc par le coach exécutif, qui est le coach référent du bénéficiaire, qui rejoignent cette thématique, par exemple, sur des questions de structurer sa journée, son temps, les questions d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, les enjeux de récupération aussi qui reviennent beaucoup. On a quand même des bénéficiaires qui ont beaucoup de ressentis de fatigue, de pression, ce sentiment de brouillard en fait permanent, l'accumulation des tâches ou des actions à accomplir qui les mettent régulièrement dans un espèce de sentiment d'urgence en fait. Et puis aussi, il y a quand même une question d'une forme on pourrait dire, de seuil de tolérance finalement, jusqu'à quel point je peux supporter cette charge et à quel moment finalement ça dépasse mes capacités de récupération. Donc voilà, donc c'est l'ensemble de ces choses qui font qu'aujourd'hui, je trouve ça intéressant d'aborder cet angle de la charge mentale. Voilà. Donc on voit, en fait, la charge mentale, c'est un mot assez large, comme tu disais, un peu mot valise, et pourtant, personnellement, on la sent bien, quoi. On sent une charge mentale. Alors, est-ce que, au-delà du ressenti qu'on peut chacun avoir, chacune avoir, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la charge mentale d'un point de vue un peu technique, physiologique? Donc en fait, comme tu le dis, Thérèse, c'est un mot un peu valise, donc il peut y avoir plein de définitions. Moi, j'en ai choisi une pour aujourd'hui qui est facilement compréhensible. C'est l'idée d'une quantité de travail mental à déployer dans un temps donné et qui peut avoir potentiellement des répercussions sur l'individu en termes d'accumulation de fatigue, mais aussi, par exemple, d'erreurs qu'on va plus ou moins répéter sur des tâches données. Ce qu'on voit aussi sur un plan purement cérébral, c'est que c'est le cortex
donc préfrontale, qui est extrêmement sollicité dans ce type d'action, en fait, dans la charge mentale. Voilà, pour essayer de résumer. Et donc, comment est-ce que on peut en prendre conscience en fait de sa charge mentale, comment elle se manifeste d'ailleurs, c'est un enjeu déjà de. Ben, ce qu'on s'aperçoit, en tout cas, si je prends nos bénéficiaires, c'est déjà qu'il y a un enjeu de prise de conscience. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose justement de conscientisé, déjà parce qu'il y a cette cette scission entre l'aspect cognitif et l'aspect corporel, comme si les choses s'arrêtaient ici. Donc l'idée, ça va être déjà de réharmoniser les choses, d'une prise de conscience globale des effets de ce qu'ils accomplissent dans leur journée sur le reste de leur corps, sur leurs émotions, sur leurs sensations, etc. Donc il y a déjà ça qui doit se jouer. Et quand déjà ça commence à se mettre en place, là, on va pouvoir avoir des mots intéressants sur l'expérimentation de douleur, sur les questions de fatigue, sur quelle place finalement ça prend dans leur quotidien. Et ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que ces ressentis-là, en fait, ils se retrouvent dans des enquêtes qui ont été menées. C'est-à-dire que statistiquement, dans les enquêtes que j'ai pu trouver, il y a 38% des managers qui sont touchés par ce phénomène de la charge mentale. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez prégnant dans ce milieu-là. Et pour vous donner un exemple super concret, c'est les mails. Dans la journée d'un voilà. Dans la journée d'un dirigeant ou d'un manager, des mails, il y en a toute la journée. Donc, en fait, ça prend un temps important à traiter et on s'aperçoit que entre le moment où je termine un mail et je dois passer à faire autre chose, une autre action, une autre tâche, il me faut déjà 1 minute physiologiquement pour pouvoir basculer. Donc, ça veut dire que si vous prenez l'ensemble des mails sur la journée et vous regardez, vous faites un total à la fin, il a été mesuré qu'il faudrait environ 1h30 de récupération par rapport à la charge de mail, c'est le cas de le dire, de sa journée. Donc, c'est énorme. Et ce n'est pas forcément en fait quelque chose dont, pour le coup, on a conscience. Et du coup, est-ce que du coup, on réfléchit à sa récupération finalement dans sa journée et puis après, évidemment, sa journée de travail. Donc, tout ça, évidemment, c'est des choses qu'on doit mettre en place avec nos bénéficiaires. Et en fait, ce que j'entends de ce que tu viens d'exprimer, il y a un peu deux choses. Une première chose, c'est déjà d'isoler ce sujet de la charge mentale parce que c'est toujours la même. En fait, la question, elle se pose là, mais elle se pose pour l'ensemble des sujets. C'est toujours où elle segmenter la problématique de manière à pouvoir aller traiter l'origine de la cause. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc identifier cet enjeu de charge mentale assez spécifiquement. Et la deuxième chose qui est de se dire, de comprendre qu'en fait, on a des constantes physiologiques pour passer d'une posture à une autre posture et changer d'activité mentale est un changement de posture. Et donc, il y a une constante de temps pour ça. Moi, ce à quoi ça fait écho également, c'est que j'avais eu une interview très intéressante de la psychiatre Marine Colombel qui disait que la charge mentale est une question de temporalité, c'est-à-dire qu'on superpose au même moment des sujets qui ne se déroulent pas dans le même calendrier. Par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire là, à l'instant, je suis en train de te parler, mais je pense que j'ai encore une propale à finir avant la fin de la journée et que quand je partirai, il faudra que j'aille faire des courses pour le dîner de ce soir. Et ça, on voit bien en fait qu'il y a un sujet de charge parce qu'on va cumuler au même moment différents poids mentaux qui vont créer une surcharge et qui peuvent être extrêmement fréquents. Mais là, en plus, donc, tu évoques des sujets de projection dans le futur, mais on a aussi les projections dans le passé. Par exemple, je suis en train de rédiger, tu parlais d'une propale à faire, et puis en même temps, je repense à la réunion que je viens de faire juste avant, qui s'est peut-être pas très bien passée, et du coup, je suis plus complètement dans la propale que je dois faire. Donc, en fait, c'est à la fois des projections vers le futur, mais des projections aussi vers le passé. Dans tous les cas, on n'est plus complètement dans l'instant présent.
ne focalise pas son énergie sur ce qu'on a là maintenant. Il y a des choses qui se dispersent dans d'autres temporalités. Donc l'idée, ça va être d'essayer de revenir à ce qu'on peut maîtriser, contrôler ici et maintenant. Voilà. Beau programme, hyper intéressant. Donc, on voit que c'est un enjeu majeur et manifeste pour nous tous. Je me sens très impliquée sur ce sujet de la charge mentale et tout au long de la journée. Donc, est-ce que tu peux nous dire maintenant comment est-ce que tu interviens voilà, en tant que préparatrice mentale sur le sujet? Alors, pour donner des grands moyens d'intervention, deux choses principales, tout ce qui est en rapport avec la pleine conscience ou autrement appelé mindfulness, qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui a pris un essor incroyable depuis le Covid d'ailleurs, mais en tout cas qui est vraiment intéressant sur justement tout ce qui est recentration sur l'instant présent, les questions de récupération, les questions de prise de conscience de soi, de son corps, de ses émotions. Et puis, donc ça, c'est peut-être plus sur un aspect bien-être et développement des capacités de concentration, de reconcentration. Et puis après, on a tout ce qui est routine. Routine de pré-performance avant, par exemple, un pitch que je vais avoir à faire. Routine de reconcentration, justement, sur un angle peut-être un peu plus cognitif pour revenir à ce que je dois faire. Et puis aussi tout ce qui est routine de récupération, mettre en place en fait des moyens de retrouver de l'énergie, du bien-être, etc. Donc c'est vraiment les deux angles d'attaque, j'ai envie de dire. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est justement d'amener les bénéficiaires à différencier la notion d'efficacité et d'efficience. Dans une journée d'un dirigeant ou d'un manager, entre guillemets, il faut produire. Voilà. Il faut accumuler un certain nombre de choses et il faut produire. Mais il y a différentes façons de produire. On peut produire, avoir un résultat à la fin, mais on peut aussi avoir un résultat en ayant économisé de l'énergie. Et donc, l'idée, ça va être justement de les amener à comprendre que ce n'est pas forcément l'accumulation de tâches qui permet automatiquement de produire quelque chose d'intéressant. On peut aussi produire en faisant attention à ses besoins, à son énergie, en se régulant. Et donc, ça aussi, ça amène des prises de conscience et ça met du temps aussi pour que ça prenne corps, c'est le cas de le dire, et tête. Voilà. Exactement. Donc, il y a vraiment ces sujets, cette question de flux. Comment est-ce que je gère la charge mentale en flux et comment je me donne des temps de récupération pour, en fait, quand on parle d'énergie, on pourrait aussi avoir l'image d'un avion qui se ravitaille en plein vol et donc qui a besoin tout au long de sa journée, à certains moments, parce que fait le tour de la Terre en permanence. Et c'est comme moi, je prends l'exemple du marathon. Quand on fait un marathon, il y a quand même des ravitaux à différents moments de la course. On ne fait pas ces 42,125 km sans avoir ces moments où on prend sa bouteille d'eau, où on prend la petite collation qui nous permet de continuer à avancer, en fait. Et même dans sa course, il y a des moments de régulation. Et donc, vraiment, le dicton, c'est qui veut aller loin ménage sa monture, en fait. Donc, c'est ça que j'essaye en tout cas d'impulser dans les séances que j'ai avec les bénéficiaires. La partie finalement très corporelle du cerveau et qu'on oublie un peu les méandres de nos pensées. Est-ce que on voit bien comment tu abordes le sujet. Est-ce que tu aurais un outil, typiquement un exemple, une clé d'action que les personnes qui nous écoutent peuvent utiliser dans leur quotidien de façon très concrète? Alors, je vais vous donner un outil. Alors, pour le coup, il est assez visuel, donc je vais essayer de bien l'expliquer pour que ça soit le plus compréhensible. C'est l'image en fait d'une cible, comme une cible de tir à l'arc ou de fléchette, d'accord. Et en fait, chaque cercle va nous permettre de conscientiser à quel point on s'éloigne en termes de pensée qu'on peut avoir de la tâche sur laquelle on est là maintenant, d'accord. Donc le centre de la cible, c'est vraiment toutes mes pensées sont focalisées sur ce que j'ai à faire. Par exemple, rédiger mon mail. Voilà. Le cercle juste à côté, autour plutôt, mais proche,
ce sont les distractions qu'il peut y avoir dans mon environnement, mais qui sont proches de la tâche que je suis en train de faire. Par exemple, un collègue qui ouvre la porte alors que je suis en train de rédiger, mon voisin en open space qui est en train de cliqueter son stylo, etc. Donc, ça peut me sortir de ce que je suis en train de faire, mais c'est relativement proche de ma tâche. Donc, potentiellement, je peux revenir facilement à ce que je suis en train de faire. Ensuite, on continue de s'éloigner. Donc, le cercle encore autour. Là, c'est quand mes pensées sont dirigées pour le coup vers le passé. C'est-à-dire quand je suis en train de comparer ce que je suis en train de faire là maintenant à quelque chose que j'ai fait dans le passé. Par exemple, je réécris le mail à une personne à qui j'ai écrit précédemment, et puis je suis en train de comparer, oui, mais qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, mais il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. Donc, je suis déjà en train de dévier puisque je suis plus focalisée complètement sur qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, comment il faut que je le dise, etc. Le cercle encore au-dessus, là, c'est pour le coup, je me projette vers le futur, c'est-à-dire j'anticipe les conséquences de ce que je suis en train de faire. Ah ben oui, mais si je l'écris comme ça, peut-être qu'il va penser ci, ou peut-être que ça ne va pas amener à ce que je voudrais que ça amène, etc. Donc, dans tous les cas, une fois de plus, je ne suis plus à ce que je dois faire. Et alors, le dernier cercle, là, pour le coup, c'est que vraiment, vous n'êtes plus du tout dans ce que vous êtes à faire. Vous êtes en train de rédiger votre mail et en même temps, vous avez le ventre qui gargouille et vous dites, ah oui, je me ferais bien un petit restaurant ou je serais bien mieux en vacances, etc. Donc là, vous êtes complètement déconnecté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un problème en soi d'être déconcentré. Ce qui compte, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible, et de soit revenir à ce que je suis en train de faire, soit de se dire, finalement, oui, si par exemple j'ai très faim, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut que je sois capable de me dire que c'est peut-être un temps que j'ai besoin pour récupérer de l'énergie et qu'il faut vraiment que je coupe parce qu'en fait, je ne suis plus disponible. Concrètement, je suis saturée, c'est le cas de le dire, et stop. On perd du temps dans ces cas-là. Oui, c'est une perte de temps. Donc, voilà, c'est un outil, je trouve assez facile. En plus, on peut choisir ses couleurs, sa cible. C'est quelque chose que vous pouvez accrocher sur votre ordinateur ou sur votre bureau. Vous la faites vous-même. Et de prise de conscience à partir déjà du moment où je prends conscience, en fait, de l'éloignement que j'ai plus ou moins de ma tâche, j'ai déjà une prise de recul par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne suis plus complètement enfermée dans mes pensées. J'ai pris ce recul de m'apercevoir, en fait, que je suis en train de partir. Et donc, tout tu l'enjeu. reprends la main sur ta capacité. Voilà, je reprends la main. Et donc, du coup, ça me permet de faire des choix, puisque ça me rend quelque part plus lucide sur ce qui se passe. Donc, de faire le choix de revenir ou le fait de faire un choix de prendre conscience que là, peut-être, OK, j'ai besoin de récupérer, en fait. Donc après, est-ce que je vais le faire ou pas, ça, mais en tout cas, je reprends la main, comme tu dis. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant comme outil. Super. Et je dirais bien, en fait, oui, donc ça, en fait, ça te permet d'avoir la perception de ce qui se passe et puis la capacité à te réguler finalement. Il y a un peu d'une pierre deux coups. Moi, je rajouterais bien aussi le fait puisqu'on a une cible, de se poser la question de se reposer l'intention quand on se met à faire quelque chose. Parce qu'en fait, on a aussi beaucoup tendance à enchaîner les choses de façon mécanique sans juste prendre le temps avant de rentrer dans l'action, de se dire dans quelle intention je suis en train de le faire et qui finalement va recréer cette formation physiologique du cerveau vers la tâche. Alors, est-ce que ça vaut la peine de s'entraîner, en fait? Parce qu'il y a quand même un peu d'entraînement derrière. Donc, quels sont les bénéfices attendus et comment est-ce qu'ils se diffusent dans le temps? Alors, les bénéfices attendus. Donc, la réponse est oui, ça vaut la peine de s'entraîner déjà. Mais c'est surtout que déjà, sur le moment, en tout cas, ça vous permet une prise de conscience. Donc, déjà, c'est la base. Parce que si je ne prends pas conscience de ce qui se passe, je vais avoir du mal à faire perdurer les choses. Ça paraît relativement logique. Et on s'aperçoit en tout cas que lorsque vraiment, de manière autonome, on s'engage dans ce type de pratique, on a des améliorations sur déjà quelque chose de simple mais fondamental, le sommeil. Voilà. Essentiel, la base. Des améliorations aussi sur le stress qui peut être perçu. Une amélioration aussi sur la sensation de lucidité, qui est quand même aussi importante, sur des capacités. L'association. Ouais.
sur des capacités à tout ce qui est gérer les imprévus. Et donc aussi une meilleure prise de conscience de soi, de ses besoins, une meilleure prise en considération de sa récupération. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments qui, je pense, incitent à s'y mettre. Et forcément, ça a un effet, j'ai oublié de le dire, mais un effet, comment dire, indirect sur la performance. Forcément, puisque si vous êtes mieux dans votre corps, dans votre tête, vous vous récupérez mieux, forcément, vous serez plus performant derrière. Donc, oui, avec le sentiment de satisfaction qui vient avec. Donc, en fait, c'est un bien-être global qui s'enclenche à la fois physiologique, aspirationnel et en efficacité opérationnelle, puisque en fait, les choses sont réalisées de façon plus précise, plus claire et avec moins d'énergie. Génial. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Ça me paraît bien clair et j'espère quand même qu'il y a des questions de la part de nos participants. Manon, est-ce que tu peux nous dire quelles seraient les questions restantes? Moi, j'ai une question, Élodie. Comment se déroule une séance? Est-ce qu'il y a une préparation particulière à avoir pour le bénéficiaire en amont? Alors, non, il n'y a pas de prérequis pour le bénéficiaire. En revanche, qui dit préparation mentale dit entraînement. Donc, ça veut dire quand même un certain engagement, puisqu'il va falloir qu'entre les séances, il y ait de l'autonomie de la part du bénéficiaire pour réutiliser et mettre en place les exercices, les outils qu'on a vus ensemble, les réflexions aussi sur lesquelles on a pu travailler. Donc voilà, donc ça demande quand même un niveau d'engagement qui est important, surtout que dans le cadre de MENPCIS, on se voit une fois, 2 fois en général, grand maximum. Donc ça demande de la part quand même du bénéficiaire voilà, cette autonomie-là. Oui, ça c'est vraiment important. Ce sujet la motivation va avec l'engagement, l'un sans l'autre, il n'y a pas de résultat. Et on amène, on est très conscient des enjeux justement de temps des chefs d'entreprise et donc de leur implication, de rapide, de façon à ce qu'ils puissent gagner en autonomie et mettre très rapidement, voir des effets de levier sur ce qu'ils mettent en place. Autre chose, Manon? Pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la préparation mentale, on pourrait se demander quelle est la différence entre le coaching de base et la préparation mentale. Alors, du coup, le coaching, c'est, je vais dire, un accompagnement qui est plus large. Et puis, si même on oriente sur le coaching exécutif va s'intéresser à des aspects comme le business, des sujets stratégiques, managériaux, sur lesquels en préparation mentale, c'est pas ce sur quoi on va aller. Donc ça, c'est le premier point. Comme je l'ai dit, la préparation mentale, il y a vraiment une idée d'entraînement. Donc ça veut dire qu'on vient développer des qualités mentales dans un but de performance et de bien-être, avec l'idée de l'autonomie de l'individu derrière. Sachant qu'en plus, c'est possible de manière collective, de manière individuelle. Et tout ce que l'on met en place, tout ce que l'on propose en termes d'outils, de façon d'amener les séances, etc., ça repose au départ quand même sur des théories scientifiques issues de la psychologie du sport et de la psychologie sociale. Donc voilà, pour donner un cadre, si je peux dire, de la préparation mentale. Je crois qu'on peut vraiment faire le pendant de la préparation physique, c'est-à-dire que quand on veut réaliser un sport, et ben on va s'entraîner, éventuellement on va faire de la préparation physique pour muscler certaines parties du corps ou assouplir certaines autres parties du corps spécifiquement. La préparation mentale, c'est pareil, on va muscler certaines parties du cerveau, les assouplir. Voilà, c'est jouer avec le cerveau comme avec un muscle. Moi, si je peux rajouter un truc, ce que je dis souvent, c'est que, en tout cas dans le sport, on n'attend pas que les sportifs se blessent pour aller
aller se préparer physiquement. Ou alors, il faudrait les amener directement chez le kiné, ça irait plus vite. Mais oui, mais voilà. Mais donc, du coup, voilà, la préparation mentale, c'est pareil, il faut pas attendre justement techniquement d'aller dans des endroits où c'est compliqué, d'attendre que ça aille mal sur le plan de la récupération, sur le plan de la gestion du stress, pour commencer à se dire ah, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Et ce que je dis souvent, c'est que dans le mot préparation, souvent les personnes oublient le P devant. Et il reste plus que réparation. On nous appelle un peu en effet pompier. Mais le P devant, il a tout son intérêt, toute son importance. C'est vraiment le P de prévention, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Donc, venez vous entraîner en prépa mentale, c'est important. Ouais, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est vraiment, si on peut plus globalement en fait parler des 3 bénéfices très spécifiques au mode de coaching qu'on déploie chez MNP6, c'est vraiment ça. C'est gagner du temps, prévenir les blessures. Et quand je parle de blessures, c'est stress, burn-out, épuisement et tous les effets, les maux, enfin tous les maux qu'on peut avoir physiques ou mentaux. Et puis, développer sa performance de façon durable, parce qu'en fait, en prenant soin de ses ressources, ça c'est vraiment, nous, nos enjeux, ils sont vraiment là. C'est ce qui fait la différence de la manière dont dont on vous accompagne. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez un exemple concret de mise en œuvre d'une séance de préparation mentale? Eh ben oui, je peux en donner un. Je peux parler de moi, si tu veux, Élodie. Donc, on va faire très concret justement sur ces enjeux de passage d'une chose à une autre. Moi, j'éprouvais une difficulté à passer de sujets de création et de réflexion approfondie, par exemple l'écriture d'un article ou la réflexion sur une offre, à un rendez-vous commercial. Parce que c'est pas du tout le même état d'esprit en fait. D'un côté, on est assez profond intérieur, et de l'autre côté, on est ouvert et posé sur l'autre, et c'est pas le même entrain, etc. Et donc, on a travaillé ça avec Élodie. Et on a mis en place une routine de performance. Donc, Élodie m'a posé différentes questions pour voir finalement quelles seraient les étapes dont j'aurais besoin pour passer de cet état que je ressentais, j'étais capable de ressentir, à l'autre état souhaité que j'étais capable de ressentir également. Et donc, on a posé différents éléments très simples, de cohérence cardiaque, de visualisation, de préparation plus spécifique, enfin de retour au dossier de la personne que je vais rencontrer, et qui finalement, qu'on a timé sur un temps qui me prend un quart d'heure. Et donc, en fait, pour moi, ça a été, quand je dis, on est vraiment sur un sujet de baisse de charge mentale, parce qu'en fait, quand je suis dans ma phase de réflexion amont, par exemple, en fait, je mets mon réveil, mon alarme un quart d'heure avant le rendez-vous d'après, et je sais que j'ai besoin de ce quart d'heure, et ni plus et ni moins. Voilà. Et donc, ça permet de séquencer les charges plutôt que de les accumuler en me disant aïe, 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 il faut que je me dépêche de terminer parce que j'ai le rendez-vous qui va suivre. Voilà. J'espère que c'est un exemple concret. Oui, non, mais merci d'avoir partagé ça, parce que voilà, en tout cas, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ce qu'on amène en préparation mentale, certes, il y a des outils, des choses entre guillemets de base, mais vraiment après, ça va être comment est-ce qu'on va les spécifier, les individualiser aux besoins de la personne et puis à son contexte aussi. Donc voilà, on réplique pas des choses. Voilà, on essaye vraiment que ça prenne sens et forme pour chacun. Et puis, donc alors vas-y si tu veux. Vas-y, je te laisse. En tout cas, si on peut faire des préconisations sur le thème de la charge mentale, puisque c'était quand même le sujet du jour, c'est déjà vraiment prioriser les tâches, faire cet effort en fait, pour le coup, voilà, de lucidité, de prendre du recul, dire ok, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans ce que je dois faire aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, de valoriser aussi le travail qui est accompli, parce que le problème, c'est que quand on enchaîne les tâches, on ne se rend plus forcément compte de tout ce qu'on a fait. Donc, prendre ce temps-là est vachement important. Et puis, séquencer ces temps de travail, c'est-à-dire se mettre des limites pour justement inclure ces temps de récupération nécessaires et qui peuvent évidemment varier en fonction de ce qu'on a fait.
C'est pas forcément la même chose si on vient d'avoir un rendez-vous client que si on a écrit un article, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, le dernier point, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour récupérer concrètement, que ça soit dans ma journée, mais aussi après ma journée. Voilà. De réfléchir à ces aspects-là. Voilà. Génial. 4 points, priorisation, valorisation de ce qu'on fait, séquencement et récupération. Voilà, vous avez les 4 éléments clés de la gestion de la charge mentale. Merci Élodie, c'était vraiment très intéressant. Je pense que c'est des pratiques qui sont encore trop méconnues dans l'univers économique, c'est dommage. Et c'est pour ça que chez MNP6, on les combine au coaching exécutif pour vraiment accompagner la personne à être au mieux de sa performance avec son bien-être, voilà, pouvoir utiliser l'ensemble de ses capacités. Et bien, je vous dis merci à tous, toutes et tous de votre présence et au mois prochain. À bientôt. Merci, au revoir.